13 heures et quelques de la journée du lundi 17 juin. Je voudrais en fait faire une petite opération de transposition de quelques éléments qui tournent dans ma tête depuis que je me suis levé. C'est une opération presque impossible, car en fait les choses qui nous traversent, qui se présentent dans un ordre qui n'est pas, comment dire, dans un ordre un peu, pas aléatoire, mais dans un ordre qu'on ne peut pas prédire ou maîtriser. C'est un peu les mêmes choses, mais ce n'est jamais la même chose. Chaque matin, chaque lever, c'est une série, on va dire, d'images, de tableaux comme ça qui viennent. Et bien sûr, ils ont un air de famille. C'est, on va dire, c'est le même exécutant qui les a réalisés. Donc, et puis, on retrouve un peu les motifs de son inspiration. On peut plus ou moins deviner l'endroit dans lequel il vivait. Un tableau purement imaginatif ne l'est jamais totalement. Ça part d'une réalité, après ça peut un peu la modifier, même l'onirisme est en fait une autre traduction du réel. Du réel avec des éléments d'incongruité, mais qui sont pas tout à fait, je veux dire, ils ont qu'un petit peu d'invraisemblance. C'est juste un petit, je sais pas, un petit quelque chose qu'on a ajouté à un paysage et qui a fait que il peut se targuer d'être, on peut le nommer un peu onirique, un paysage irréel, un paysage imaginaire, un paysage inventé. Donc, tout ce qui me passe par la tête, ça a un air de parenté, même si cela change. En fait, j'explore un peu ma vie passée et un peu de ma vie présente, et chaque fois, c'est un élément qui va s'imposer, qui va être plus en matérialité que les autres. Et bien, dans une certaine, il va dominer un peu l'état psychologique. Alors, transposition, il est évident qu'il faut transposer immédiatement, dès le lever. Et peut-être que dans le sommeil, il y a là aussi une sorte de revisitation de notre vie. Mais c'est quelque chose qui m'échappe. Alors je parle juste des choses qui surgissent après le réveil. Ces choses-là se placent successivement. Il y a quelque chose qui entraîne une autre, etc., etc. Alors, il faudrait avoir une liaison avec le cerveau, une liaison quelconque, pour pouvoir un peu transposer ça en mots, ou quelque chose comme ça. Parce que finalement, dès qu'on se met à vouloir les dire, ben, déjà au niveau du temps qu'on met à se décider pour les dire, on est déjà plus dans la situation. Et c'est quand on commence à parler, c'est comme si on essaie non pas d'analyser, mais on essaie d'habiller quelque chose. Et alors, dans le fait d'habiller, on la change, on la transforme. Et
c'est de l'ordre de l'impossible. C'est impossible de transposer ce qui ne passe par la tête, parce que souvent ce sont des éléments, j'allais dire, un peu épars, qui, malgré leur lien de parenté, de proximité, malgré tout, ils sont dans une sorte de chaque élément est un peu compose un monde à lui tout seul, on va dire ça comme ça. Donc évidemment je pense à quelque chose qui revient et je la développe dans ma tête, cette chose par rapport à l'éruption des pompiers. J'aimerais plutôt en parler dans un cadre à part, où je pourrais parler, je pourrais l'intégrer à mon discours sur le réel, étant donné que c'est un élément auquel je ne m'attendais pas et qui peut donner un éclairage différent à la notion de réel. Et voilà le réel impérieux, ou le réel dominant, pas n'importe quel réel, le réel en majesté, j'allais dire. Je dis ce mot alors que je pense le contraire, le réel que j'exècre, pas le réel que j'adore, non, c'est un réel dont je ne suis pas du tout, dont je ne me revendique en aucun cas. C'est quelque chose qui m'a été imposé, c'est une violence, un réel d'une violence extrême, et un réel que je dois maltraiter dans les mots. Je ne dois pas lui donner une sorte de comment dire, lui donner une sorte, non pas d'objectivité, mais l'accepter, lui accorder une place. Oui, il a le droit, lui aussi, cette manifestation du réel, elle est légitime. Non, c'est pas légitime. Je l'accepte pas. Et voilà que, donc, il y a ça qui tourne un peu en boucle. D'ailleurs, c'est marrant cette histoire, puisque quand on vit dans un espace, évidemment, on connaît cet espace. Mais il suffit, par exemple, quand je suis assis, comme maintenant, il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Et quand je me lève, quand je fais autre chose, apparemment, le fait d'être peut-être en train de faire des choses sur Internet, peut-être que ça occupe l'esprit un peu trop. Et que, en fait, quand je suis en train de faire du café, par exemple, là, ou que je suis aux toilettes, et souvent, je mentionne les toilettes parce que souvent c'est un espace, j'allais dire, de créativité, comme les douches, ce sont un espace d'expressivité assez extraordinaire, avec la réverbération, etc. On se prend toujours, quand on chante sous la douche, on a l'impression qu'on a une belle voix, etc., etc. Et donc quand on est aux toilettes, en attendant, il y a des choses qui viennent comme ça nous visiter. Et chaque fois, d'une certaine façon, là où je n'ai rien comme idée, c'est quand je fais par exemple la vaisselle. En général, la vaisselle, j'ai l'esprit totalement vide. Je suis face à du vide, ou presque. Il n'y a jamais du vide absolu, mais je suis en face. Je ne pense pas, ou rien ne vient. Mais quand je suis en déplacement, on va dire je suis en déplacement, je pars d'une chambre pour aller vers la cuisine, par exemple, ou en traversant un espace, il y a des choses peut-être je suis un peu intellectuellement, mentalement, je suis disponible.
Et l'Internet, je ne suis pas totalement disponible. Et l'Internet me fait, quand je me pense à moi, il suffit que j'ouvre un site, ça y est, je suis mêlé ou je suis interpellé ou par autre chose qui n'a rien avec ce que moi j'ai dans ma tête, rien à voir avec mon réel immédiat. Et voilà, je suis un peu comment on appelle ça, je suis non pas dissipé, mais je suis un petit peu, non pas perturbé, mais je suis distrait. Voilà, j'ai trouvé le terme. L'internet distrait trop. Et je montre mes mains pour un peu faire voir comment la parole est difficile à venir. Là, je ne suis pas dans la position où je dois convaincre quelqu'un, où en fait j'utiliserai le langage corporel pour mieux mieux convaincre ou mieux persuader un interlocuteur. Je ne suis pas dans une communication pour que j'ai besoin d'utiliser plus que la parole. Et pourtant, j'utilise mes mains. À défaut de montrer mon corps, je montre mes mains. Mais finalement, le reste ne bouge pas tant que ça. Peut-être que le visage bouge un peu, mais je trouve que les mains, ils sont largement suffisants. Ils parlent beaucoup. Ils disent aussi la difficulté qu'on a à faire émerger un propos. Et d'ailleurs, dans cette affaire des mains, la question se pose, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce le mot ou est-ce, j'allais dire, est-ce que le geste qui correspond au mot, qui est censé correspondre un peu, quand on fait une sorte de cercle comme ça, une sorte d'arrondi. Est-ce que quand on parle de globalité, est-ce que la globalité, on a commencé déjà à l'esquisser avec les mains avant de commencer à la dire, à la formuler. Ah, j'ai l'impression que les mains sont en avance sur le verbe, sur la parole, sur la langue. Ils sont en avance, ils devinent, ils précèdent la sortie du mot. Et voilà donc cette histoire. Voilà donc j'ai fermé les mains. Et là c'est pour un peu arrêter avec le propos d'avant et vouloir revenir un peu. C'est quelque chose que j'avais ouvert, ça devait rester, ça devait pas exister en fait. Et voilà, je ferme, voilà, c'était ça, je ferme cette parenthèse. Alors je fais une traduction de mes propres gestes inconscients, mais ô combien parlants, ô combien signifiants, ô combien indispensable, j'allais dire. C'est quelque chose qui me laisse relativement dans une sorte de médusation. Je suis médusé par la gestuelle de mes mains. Et donc, cette histoire, il y a souvent, on parle d'enfer, quelqu'un qui est issu d'un univers culturel ou symbolique dans lequel il y a la figure de l'enfer, peut l'avoir en lui de façon permanente en fait, et continuellement. Sauf que quand il commence à ne plus l'admettre, l'enfer, ce n'est qu'une sorte c'est une invention, c'est un mythe, c'est une légende, ça n'existe pas, l'enfer. Alors, si moi je dis l'enfer n'existe pas, je n'ai pas réglé le problème. J'ai besoin que l'enfer existe. J'en ai besoin pour les autres, pas pour moi. Je peux, évidemment,
dans un certain type de discours, je peux me retrouver en train de me condamner. Je pourrais dire, tiens, puisque l'enfer, ça va durer l'éternité, oui, prendrait bien quelques millénaires de torture et de supplice. Je trouve que je mérite d'être supplicié, mais pas de façon, j'allais dire, pas jusqu'à la fin, s'il y a une fin à la fin. Non, je veux, mais après, je veux pouvoir un peu être ramené ou être envoyé vers le lieu de réjouissance. Je ne veux pas, je veux payer, j'allais dire, je veux recevoir une leçon. Mais la leçon, on la reçoit souvent, on la formule, on en prend conscience une fois que c'est trop tard. La leçon, par exemple, d'aujourd'hui, elle ne pourra pas nous servir demain. La leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon d'aujourd'hui. Elle convient peut-être à l'instant, ou elle convient à expliquer à l'instant passé. Mais tout à l'heure ou demain, les conditions peuvent changer et on a besoin d'inventer une nouvelle solution et une nouvelle composée. On aura besoin de composer autre chose et on sera un peu dans la difficulté, dans l'improvisation non maîtrisée. On ne sera pas au mieux de nos capacités. Et on aura la réponse, on aura après coup. C'est toujours comme ça. Il y a des gens qui ont la répartie facile, c'est bon, ils règlent le problème. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Et ce n'est qu'après coup, ils l'ont. Mais ils l'ont, j'allais dire, à reculant. Non, ils l'ont de façon assez, j'allais dire, évolutive, assez lente. Ils sont longs. Et évidemment, ça ne sert plus à rien. Une fois que quelque chose est terminé, on aura beau avoir mis en place un mot fort ou imaginer une attitude vraiment de circonstance, ça ne servira plus. On ne va pas ramener les gens, on ne va pas recréer la situation uniquement pour pouvoir. Donc, pour pouvoir bien exister dedans. C'est pas possible. Donc, je disais, l'enfer, puisque l'enfer, principalement, je le veux pour mes ennemis. La catégorie de l'ennemi est une catégorie vraiment un peu particulière. Il y a l'ennemi facile à désigner. Vous avez quelqu'un qui vous affirme sa détestation et peut-être même qui peut même agir contre vous de façon qui peut même vouloir attenter à votre vie. C'est possible, c'est m'est arrivé. Il y a là quelque chose de clair. On sait que là, comment on pourrait dire, il y a un ennemi de classe. Bon, c'est un concept comme un peu facile, un peu fourre-tout, d'accord. Mais il y a un ennemi qu'on rencontre ou qu'on rencontre pas, mais que beaucoup ont rencontré, qui lui va dire, tu fais pas partie de la même humanité que moi, je ne veux rien partager avec toi, je ne veux même pas que je ne veux te rencontrer d'aucune manière. Tu dois quitter mon territoire. Cet ennemi-là, d'une certaine façon, la force de sa détestation ou de son rejet vous permet à vous aussi, en réponse, de vous élever à son niveau. Il vous déteste, vous le détestez. Vous lui renvoyez le même sentiment. C'est facile.
t'as légitimité contre légitimité, discours contre discours, mot fort contre mot fort, détestation contre détestation. Mais ça s'équilibre en fin de compte. Sauf s'il y a passage à la violence physique, alors là, évidemment, c'est autre chose. Mais tant qu'on reste dans le monde des mots, dans l'univers des mots et l'univers un peu de... Qu'est-ce qui précède le passage à la démonstration? On fait un peu... On joue un peu, on élève la voix, on montre ses muscles, on essaie, mais on passe pas à l'acte. On est là dans la démonstration dans le, j'allais dire, je sais pas comment on appelle cela, cette phase qui précède un peu la bataille, à laquelle chacun essaie d'impressionner l'autre. Et voilà donc l'ennemi, l'autre ennemi, c'est l'ennemi finalement proche, c'est le semblable qui est en fait indissemblable ou qui va le devenir de façon continue, sans fin, indissemblable, absolu, un ennemi absolu. Parce que celui-là, je ne sais pas comment dire, quand vous avez un ennemi identifié, je veux dire en tant que tel, un ennemi qui monocolore, qui n'est pas dans l'ambiguïté, qui n'est pas dans... Vous pouvez ne pas avoir beaucoup de choses à lui dire au début, mais au fur et à mesure, vous préparez votre défense et votre attaque aussi. Vous commencez à élaborer des stratégies, vous commencez à élaborer des réponses, voilà. Et vous montez en puissance. Plus ça va, plus exactement, quand j'ai parlé de légitimité contre légitimité, ben voilà, donc il y a ça. Toi, tu as la légitimité du sang, moi j'ai la légitimité dont je me réclame, dont je me revendique. Peu importe, j'ai ma légitimité. J'ai même pas à te l'expliquer, j'ai même pas à te la détailler. Moi, je me sens légitime à être là, à partager ce territoire avec toi. Voilà. Simplement, j'ai ma légitimité. Bien sûr, on pourrait se retrouver avec quelqu'un qui dit ouais, c'est vrai que je suis pas chez moi. Ben alors là, non, moi je suis chez moi. Je suis chez moi. En fait, on pourrait facilement dire, je suis chez moi là où je suis, c'est chez moi. Peu importe. Je n'ai pas un chez moi défini, je ne suis pas un chez moi fixe. Moi, je suis chez moi partout. À la terre, toute la terre, c'est chez moi. On pourrait un peu parler, mais ce n'est pas assez fort comme comment dire, ça affaiblit un peu l'argument, ça affaiblit la position. Il faut rester sur des mots clairs, sur un propos bref, mais définitif. On ne revient pas sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a affirmé. On ne revient pas. Et voilà, donc ça monte, et ça se précise, et ça s'affine, etc. Tandis que l'ennemi, lui, l'ennemi, l'autre figure de l'ennemi, il peut y en avoir plusieurs, pas que deux, évidemment. Il peut y en avoir des dizaines de figures de l'ennemi. Celui qui va, sans le vouloir, indirectement, c'est-à-dire, là on retrouve un peu l'ennemi de classe, mais finalement, quand on a un peu présenté la société ou analysé la société en termes de classes, trois classes comme les trois ordres avant, il y a, je sais pas, comme encore on continue d'avoir les trois
pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, on continue d'avoir comme ça quelque chose une sorte de trinité. À chaque fois, on a cette trinité et on n'y échappe pas. Et cette trinité, apparemment, c'est quelque chose de plus ou moins universel, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de situations. Cette trinité, la trinité des pouvoirs, la trinité des machins. Mais, oui, trois classes. On va dire trois classes essentielles. Quand on dit classe, on pourrait dire sous-classe. Il peut y avoir une sous-classe et sous-classe. Oui, mais ce n'est pas dit. Alors moi je dirais oui, il peut y avoir quelqu'un. Là, le problème, c'est à partir de quoi déterminer que quelqu'un est de la même classe que vous. C'est simple, quand il y avait des ouvriers, là aussi, l'ouvrier et le cadre ouvrier, quelle est sa position, le cadre ouvrier? Alors c'est la petite bourgeoisie, ce n'est pas un bourgeois, je ne sais pas comment le qualifier, la petite bourgeoisie. Ah oui, c'est vrai, dans les classes, la petite, la moyenne et la grande bourgeoisie, donc la classe moyenne, la classe seigneuriale, la classe machin, je ne sais pas comment exactement, je suis en train d'affirmer un peu mon idée sur la Trinité. Passons. C'est pas... ouais, je me suis un peu trompé. C'est une trinité provisoire. C'est juste comme ça pour donner un aperçu un peu sommaire. Après, quand on rentre un peu dans les détails, évidemment, quand on veut affiner, on va trouver. Donc, vous avez quelqu'un qui, on va dire... c'est pas peut-être pas la situation, mais c'est les prétentions. Les prétentions. Vous avez quelqu'un qui, lui, cherche, qui a un discours. Il est socialement et économiquement, il fait partie d'une classe, mais il a un discours qui correspond à une classe qui n'est pas la sienne. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à basculer, s'il en a les moyens, et il est prêt à changer de classe. Et puis vous avez des gens qui n'ont même pas conscience, qui n'ont pas d'abord, l'ennemi c'est quelqu'un peut-être qui n'a même pas conscience de sa position de classe. Alors il est là, il ne lutte même pas, soit pour conserver la position qu'il a, soit pour l'améliorer. Il n'est même pas dans la lutte, il n'est même pas dans l'inscription, dans quoi que ce soit. Il est hors tout. Et vous avez ça, et vous, en le fréquentant, si vous avez une certaine réticence à vous inscrire dans le débat et dans la guerre idéologique, cette réticence-là, elle devient beaucoup plus patente et vous finissez parce que vous n'êtes pas, comment dire, parce que c'est vos fréquentations. J'allais dire, ce sont vos intimes. Et vos intimes ne sont pas les gens dont vous avez besoin. En fait, dans ce mouvement aléatoire, je plonge ma main dans un pot, et évidemment, je n'ai le droit qu'à un seul papier. Et donc, c'est le papier, c'est le hasard d'une certaine façon, encore que ce n'est pas un hasard infini, c'est un hasard un peu relatif, mais qui va déterminer. J'ai une sorte de, une sorte de quantité de gens avec lesquels j'ai une proximité. Quelque chose me pousse à aller vers eux. Et cette quantité de gens, elle n'est pas illimitée. Et le problème, et donc quand je plonge les mains dedans, voilà, j'ai le droit qu'à un seul essai. Je sors ou à 3 essais, mais en tout cas un seul essai. Et voilà, j'ai mon ami intime, en fait mon ennemi intime. Mais je ne l'ai pas fait subir un test
de compatibilité, par exemple, je ne l'ai pas soumis. Il n'y a pas de CV préalable, il n'y a pas d'entretien d'amitié. Il faudrait qu'il y en ait. Sur quoi on pourrait être d'accord? Qu'est-ce que tu as à me proposer et qu'est-ce que moi je peux te proposer? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en commun dès le départ? Mettons les choses au clair. Nous ne nous engageons pas un peu comme ça à l'aveugle. Moi, voilà, dans certaines situations, les gens choisissent leurs collaborateurs et dans d'autres, c'est un peu n'importe quoi. C'est au pif. Ça peut fonctionner. Ça peut vous arranger. Évidemment, comme soit à l'intérieur de soi, il y a plusieurs forces, ou il y a plusieurs les aspirations un peu ou comportements, je ne sais pas comment le dire, qui peuvent être un petit peu en train de se... on ne sait pas laquelle des aspirations va l'emporter. Il y a une aspiration à ne rien faire, il y a une aspiration à attendre, il y a une aspiration à chercher plus les choses sans à chercher à éviter les conflits. Il peut y avoir une aspiration dans laquelle il y a réellement une volonté d'aller au-delà de ses peurs et d'aller vers le conflit, même de chercher à provoquer le conflit parce que on peut lui trouver un intérêt. Le conflit en tant que j'allais dire, c'est ce qui permet aux énergies endormies peut-être de devenir actives. C'est ce qui permet peut-être de changer l'aspect, changer les reliefs d'une situation. On peut en avoir marre d'avoir toujours un relief plat et on voudrait qu'il y ait des saillances, on voudrait qu'il y ait des accidents, on voudrait que ça soit un peu plus varié, un peu plus dynamique, on voudrait même qu'il y ait des volcans, des choses comme ça. Alors la violence, c'est quelque chose qui va nous amener dans une dynamique un peu rapide. Un élément va en entraîner un autre. La vie normale, il y a toujours une dynamique, il y a toujours une succession des choses, les choses sont liées les unes les autres, mais souvent rien ne se passe d'imprévu. Il n'y a pas assez d'imprévus. C'est souvent des choses qu'on peut anticiper dans la plus grande partie on peut un peu se préparer, tandis que la violence, c'est la violence, c'est moi qui suis à l'abri quelque part, c'est moi qui dirige la violence et demain la violence peut se retourner contre moi. Mais mon destin ne sera pas un destin, j'allais dire, quelconque. Je pourrais mourir de façon, j'allais dire, prématurée. Non, je pourrais mourir parce que je pourrais avoir des adversaires qui décident décident mon élimination. Mais comme je vais mourir de toutes les façons, autant mourir un peu dans quelque chose de particulier. Ma mort ne sera pas la mort ordinaire. J'ai droit à une mort un peu spectaculaire. Voilà. On m'a coupé la tête. C'est quelque chose. On a séparé ma tête de mon corps. C'est quelque chose. C'est pas un acte anodin. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et voilà, je veux. Et voilà. Donc, on peut un peu penser la violence et penser
le changement brutal, le changement dans un peu de cette façon-là. Alors évidemment, tout cela est loin de la transposition vraie, la transposition fidèle. Il n'y a pas de transposition fidèle, mais même pas à moitié fidèle. C'est après, voilà le problème. Quand on commence à parler, c'est le centre de la parole qui prend l'initiative, et ce n'est plus la tête, ce n'est plus les choses qui se manifestent, qui apparaissent. Voilà, donc c'est l'échec là aussi, la transposition. C'est un échec prévisible. Je voulais tenter la chose malgré ma certitude finalement de son impossibilité. C'est pas parce qu'une chose est impossible qu'il ne faut pas l'espérer, l'attendre, etc. et tenter quand même de la faire exister. Une chose impossible, mais j'affirme que je peux négocier avec l'impossible. Je peux malgré tout essayer de... Quelquefois on dit il suffit que je ne pense pas à une chose pour qu'elle n'existe pas. Il suffit par exemple que je ne crois pas en quelque chose pour qu'elle n'ait pas d'effectivité. Il suffit que je... évidemment, ça ne marche pas. Un mot, vous pouvez l'oublier. Mais, j'allais dire, l'existence d'une chose, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous pouvez oublier son nom, mais elle-même ne pouvez pas l'oublier. Qu'est-ce que c'est que cette chose une catégorie intellectuelle, une catégorie symbolique, une catégorie, peu importe. Vous pouvez, par exemple, ou un fait, ou un événement, vous pouvez essayer de le faire disparaître, il ne disparaît pas. Il peut disparaître, mais pas suite à votre désir. Il disparaît parce que votre mémoire, elle va un peu subir une sorte d'anomie ou une sorte d'anémie même. Elle va perdre de sa substance. Et dans ce processus, évidemment, certaines choses vont s'évacuer, vont disparaître de façon définitive. Et voilà, comment dire, c'est un peu dans cette position-là, c'est un peu un effort inutile, vain, mais ça vaut le coup quand même de le tenter, ça vaut le coup de le tenter. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, je vais voir. Ça fait pas beaucoup de temps, à peu près 40 minutes, c'est pas énorme. Alors évidemment j'ai parlé de l'ennemi, j'ai déjà développé l'ennemi, mais mal développé cette idée de l'ennemi. Plus j'en parle, mieux je l'affine avec le temps. Bien sûr, par exemple, si on compare un peu sa situation personnelle à des situations qui concernent la vie de millions de gens, voire de centaines de millions de gens. Pour y dire, on peut toujours revenir en arrière. Et comme on dit des choses dont nous avons hérité, je ne sais pas, les maladies héréditaires, les choses comme ça, qui peuvent frapper, qui peuvent sauter des générations par exemple, et voilà, et venir frapper quelqu'un qui peut-être n'a plus idée de sa généalogie
son hérédité. Mais un jour, voilà, et vous savez, cette maladie, elle est héréditaire. C'est peut-être votre arrière quelqu'un qui vous l'a laissé en héritage. Ben, voilà. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple de l'Iran, je dirais l'Iran, évidemment, à un moment donné, l'Iran, la proximité avec la Russie, la proximité avec l'Empire ottoman, comme un peu ça a été la proximité avec l'Asie mineure. L'Iran, tous les conflits qu'il y a eu suite à cette proximité un peu malheureuse. Et puis, un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, un moment où il y a eu l'émergence d'une dynastie, évidemment quelqu'un qui était un roturier, qui est devenu un noble, qui est devenu, voilà, qui a accédé au stade suprême de la noblesse persane. Par quel concours, je n'en sais rien. Mais on peut dire que certaines choses remontent. Si on fait un voyage en arrière, on va dire il y a un sergent, il y a un petit gradé là, et c'est lui qui va devenir le roi des rois. Alors, il faut peut-être y faire attention, peut-être même l'éliminer parce qu'il constitue un élément lui-même. Quand s'il il gouverne, sa gouvernance va être relativement rien à lui reprocher. Mais par contre, ce sont ses descendants. On va dire, il y a sûrement eu un moment où un événement qui remonte à 200 ans, à 150 ans, a été là, et continue d'agir sur le présent de la Perse. Et il y a donc cette chose-là. Alors pour parler beaucoup plus concrètement, les choses que je connais un peu mieux, c'est l'incident ou l'épisode de l'occupation de l'ambassade états-unienne. Là, des gens ont agi de cette façon-là. Sûrement, ce groupe qui a fait ça s'est cru légitime. Bien sûr, je ne regrette pas la liquidation de ceux qui s'étaient alliés aux religieux pour renverser le roi. Je donne l'impression de ne pas... J'en parle pas. Si on ne parle pas d'une chose, c'est comme si elle n'avait pas d'importance. Sûrement que ça... Il y a des gens qui auraient pu, s'ils n'avaient pas été éliminés, auraient pu participer peut-être à l'émergence, auraient ajouté leurs efforts à l'effort des autres, peut-être pour donner plus de chance à cette République, pour mieux la défendre, lui permettre de se défendre. Je ne sais pas, on a liquidé des gens parce que c'était des communistes ou autres, et pourtant ils ont été les alliés. Voilà. Et donc, la chose, c'est que cette occupation a répondu à un besoin sur le moment. Mais finalement, quand on fait quelque chose qui a un énorme degré de gravité, on sait, on connaît, peut-être qu'on peut, évidemment, on réalise par là quelque chose, une sorte de revanche, on porte atteinte au prestige états-unien, par exemple. On peut mettre dans l'embarras une puissance comme... mais finalement, la grande puissance, elle est capable de gérer cela. La grande puissance, elle n'est pas à quelques diplomates près. La grande puissance, elle sait comment défendre son prestige et sa place. Elle a toujours d'autres moyens de récupérer le coup, d'affirmer sa magnificence ou son... comment on appelle ça? Comment on pourrait appeler ça? Cet acte-là
n'a pas affaibli l'empire états-unien. Il n'a pas affaibli. Il lui a porté un coup, mais on pourrait dire que c'était un petit coup de rien. Ça fait plaisir à quelques personnes sur le moment. Bien sûr, il y a eu une négociation, il y a eu livraison d'armes, il y a eu peut-être échange d'argent, mais à la fin, bien sûr, on peut remarquer, oui, les soldats qui ont perdu la vie dans cette tentative de sauvetage de l'ambassade. On pourrait dire cela, on pourrait dire, voilà, le commando. Le commando, par exemple, lui, on pourrait dire, ah oui, il a obéi aux ordres. C'est un peu les victimes collatérales d'une chose. Mais on a changé de président. Les États-Unis d'Amérique ont changé de président. Donc, on pourrait dire que c'est la faute au président d'avant. C'est lui qui a mal géré la chose. Et le président qui arrive après, lui, il se dit, même s'il a négocié, le président qui arrive après, celui qui a négocié, va se dire, moi, c'est ce qu'a fait mon prédécesseur, mais pas moi. Il va tout faire pour effacer cet affront. D'ailleurs, c'est toujours ça. Donc finalement, quelques dizaines de personnes, peut-être même quelques centaines, ont répandu un désir, ont concrétisé quelque chose, mais finalement, la République, toute la République, continue de payer cette action-là, continue de subir les conséquences de cette action-là. Personne n'en parle, et il est possible que cela agisse un peu de façon inconsciente ou de façon souterraine, je ne sais pas, ou même de façon claire, mais qui n'est pas mise mise comme ça à la vue et au-dessus de tout le monde. C'est les décideurs dans les différents cabinets, dans les différentes structures du pouvoir états-unien savent qu'il faut qu'ils fassent payer cet affront, et ils le fassent payer au centuple. Et ils peuvent, d'une certaine façon, ils n'oublient pas. Ils ne sont pas prêts d'oublier. C'est chaque responsable un peu hérite de cette mission qui devient une mission sacrée en fin de compte. On ne porte pas atteinte au prestige, à tout ce qui peut symboliser l'Empire états-unien. On ne porte pas atteinte à cela sans en subir les conséquences. D'ailleurs, c'est l'occasion d'affirmer, nous on a entendu, c'était public, les actions menées par un groupe armé libanais contre les États-Unis et les Français au Liban. Voilà, tant de morts, tant d'actions, tant de morts, etc. Puis des conséquences, le retrait, etc. Mais j'imagine la France, ni les États-Unis n'ont accepté cela. Il y a dû avoir des rétorsions, il y a dû avoir des actes. Évidemment, ces actes doivent être les plus discrets possibles. On punit les commanditaires, on punit, on s'arrange pour retrouver les responsables et les châtier. On les tue sans en faire sans faire de la publicité à cela. Il y a des services dont c'est la mission. Il faut qu'ils pistent, il faut qu'ils remontent un peu aux donneurs d'ordre, à tous les échelons. Il faut qu'ils les trouvent, il faut qu'ils les débusquent
il faut qu'il paie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a donné sa vie, évidemment, un attentat dans lequel l'attaquant meurt, ça ne suffit pas. L'attaquant n'est pas considéré comme... ce n'est pas suffisant, il n'y a pas d'égalité dans cette affaire. Et bien sûr, un attaquant a tué des dizaines ou une centaine ou peu importe de gens. Le fait qu'il soit mort dans l'attaque ne suffit pas. À un moment, par exemple en Algérie, il y avait, on cherchait les poseurs de bombes. Les poseurs de bombes, c'était un autre mode d'action. Ils posaient la bombe et puis ils partaient. À l'époque, il n'y avait pas de caméra, on ne pouvait pas. Donc ils posaient la bombe et puis ils s'en allaient. Et on les cherchait. Parce qu'à travers eux, on pouvait remonter à toute la structure de l'organisation qui les a armés, etc. Missionnés, qui les a missionnés. Donc il fallait trouver le poseur de bombes pour le faire parler. Aujourd'hui, le poseur de bombes ou l'attaquant meurt dans l'action qu'il mène, mais on va quand même essayer de remonter, etc., etc. Donc, on voit que beaucoup se sont réjouis de la mort de 200 Américains, ou je ne sais pas combien de Français, mais tout le monde ignore un peu le prix qu'ont dû payer les Libanais à cause de cela. On pourrait dire que cela a été, je n'en sais rien, qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont prêts à aider ceux qui vont combattre ou ceux qui vont avoir des actions. Ce qu'a fait subir un État que je ne nommerai pas contre une partie, j'allais dire, de la capitale libanaise, puisqu'il y a une partie géographique qui a été visée, un quartier, évidemment, un quartier immense, mais pas... Et est-ce qu'on peut retrouver dans le côté extraordinairement destructeur de cette action-là, est-ce qu'on ne peut pas retrouver une conséquence des attaques? Est-ce qu'on n'aura pas un peu fermé les yeux, etc., etc. Et tout cela, c'est ce qui... On est dans la question. Et quelquefois, on ne peut pas dépasser le stade de la question, et quelquefois, on peut avoir quelques éléments de réponse. Mais pour soi, il y a souvent en quoi cela est transposable dans le domaine personnel. Ce n'est important pour moi qu'à partir du moment où cela est en rapport avec ce que je peux penser de mes actes à moi. Une situation... obligatoirement, il y a un moment, quand on prend un livre et quand on se dit, on s'arrête à la première page et qu'on se dit non, ce livre-là je ne lirai pas. Quand moi j'ai pris la décision que critique de la raison pure, par exemple, non. Quand j'ai pris la décision que la Méditerranée c'était un livre au-delà de mes capacités. Bien sûr, je n'ai pas dit cela quand j'ai pris des livres qui étaient énormes, quand j'ai lu toute la série de Dune, ou quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, ou quand j'ai lu Guerre et Paix. J'ai souffert pour lire Guerre et Paix, mais je n'ai pas protesté. Bien sûr, j'ai protesté, parce que c'était énorme, et parce que je ne savais pas comment j'étais allongé, et puis je me tournais dans tous les sens. Et en fait, Guerre et Paix, c'était pas très plaisant. Je ne sais pas pourquoi je l'ai lu. C'est des tableaux, quelque chose d'assez extraordinaire au niveau de la description. Mais ça ne m'a pas charmé, comme a pu le faire Le Seigneur des Anneaux, etc. Bien sûr, c'était autre chose, et comme a pu le faire Dune. Mais Le Seigneur des Anneaux est plus intéressant finalement que Dune. Dune, c'était un peu dans ses maximes. C'est la technologie, c'est un peu... Il y a des choses qui ne plaisent pas dans cette affaire-là. Bien sûr,
On les a lus jusqu'à la fin, et même j'en ai lu d'autres qui sont un peu des choses que d'autres ont écrites, mais qui sont en rapport avec Dune. Je sais pas, un peu, on a rajouté, rajouté, mais on est étonné un peu par la puissance fictionnelle de ceux qui ont produit, qui ont créé ces mondes. On est étonné. Mais par exemple, pour ce qui est de la philosophie, si après le problème n'est pas de lire un livre en particulier, c'est de ne pas s'armer. Un livre, en fin de compte, et voilà, le livre, Le Seigneur des Anneaux et Dune, bien sûr, dans Dune, il y a une sorte, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est une sorte de voyage initiatique, etc., qu'on fait. On est là, on est un nain, on est peut-être le nain qui entame, qui a une mission. C'est invraisemblable, mais c'est bien fait et ça passe. Et on suit ces aventures-là et on les consomme avec avidité, sans aucune réticence, encore, et on passe au Seigneur des Anneaux, on passe à Bilbo le Hobbit, etc. On est prêt, vraiment. Et j'ai même relu, évidemment, j'imagine tout le monde a relu le Seigneur des Anneaux plusieurs fois, mais ce n'est pas un exploit. Là, il ne s'agit pas d'un exploit. Et après, le Dune, déjà Dune, ça vous met un peu en décalage avec votre propre situation. Quelqu'un, le héros principal, n'est pas un enfant du peuple. C'est quelqu'un qui naît dans une famille régnante. Alors déjà, ça crée un décalage. Vous ne vous rendez pas compte de ce décalage, mais finalement, vous êtes déjà dedans. Et après, comment dire, vous pouvez un peu essayer d'être un peu dans la maîtrise de soi, dans la volonté, quand vous êtes un peu au début de votre vie et que vous avez du mal à vous contrôler, à contrôler vos pulsions, à essayer d'exceller, de faire, d'être au mieux de vos capacités, et quand vous n'y arrivez pas. Évidemment, là je parle, le problème est que on n'a pas de mentor. On n'a pas de mentor. Bien sûr, cet être est né dans une famille régnante, mais en plus, il est entouré. Et moi, je n'étais pas entouré. C'est ça le problème. On n'est pas entouré, on est livré à soi-même. Non. Et vous n'avez pas de précepteur, vous n'avez pas de maître d'armes, vous n'avez personne. Et quelle est cette histoire de cette affaire-là, comment dire, et rapidement il passe à un stade, il devient prophète, il devient ça, et ça va trop vite peut-être pour vous. Vous ne pouvez pas vous incarner dans ce personnage-là, vous pouvez le faire, mais il y a quelque chose qui ne prend pas. C'est pour ça que j'ai parlé des maximes. Par exemple, simplement, je ne sais pas, comme des sortes de mantras, la peur, machin, ce mantra de la peur, je ne me laisserai pas envahir par la peur si je ne me rappelle pas du texte, mais peu importe, maîtriser la peur. Si aujourd'hui je dis avant, quand on est dans une situation où il y a une certaine pression, il faut d'abord, avant de répondre, il faut respirer. Respirer et peut-être, s'il y avait une sorte d'entraînement, tout de suite quand je suis sous pression, quand je suis face à une situation que je ne domine pas, il faut d'abord que j'ai prendre un peu de l'énergie quelque part, de la ressource quelque part. Je dois avoir à ma disposition une sorte de monde dans lequel je peux prendre des choses, me saisir de quelques éléments, quelques images comme ça, qui me mettent, qui un peu font en sorte que je récupère la maîtrise de la situation, que j'ai tout de suite
une sorte d'existence dans la situation. En même temps, je suis en dehors de la situation. Cette existence en dehors me permet de maîtriser. Je deviens un peu le maître de moi-même, le manipulateur, le maître de marionnette. Je dois faire en sorte que mon personnage à moi se comporte d'une façon qui s'adapte à la situation, qu'il préserve ses intérêts, qu'il se défende, et puis même, s'il le faut, qu'il puisse passer à l'attaque, qu'il puisse maîtriser et retourner la situation en sa faveur. Donc, on est toujours face à soi dans cette interrogation permanente. Ce que, en fait, je parle de transposition. Ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui parlent. Quand ils sont seuls, ils se mettent à parler à voix haute. Bon, je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne vais pas espionner pour voir si c'est cohérent ou si c'est quelque chose de totalement décousu. Et non. Mais moi, je n'ai jamais fait. Mais je me parle en silence. Je me parle en silence continuellement. Alors qu'on commence à parler de façon comme ça sonore, entendable, quand les mots, quand les images ou les cessent d'être uniquement des images mentales, quand elles passent par le truchement, quand elles s'incarnent dans les mots, et au moins ça me met en repos, je me repose un peu, je quitte un peu ce monde du silence. Bon, c'est le vrai silence. Alors il ne s'agit pas, comme l'a fait Cousteau, de se tromper sur l'océan et de dire et de le qualifier le monde du silence, alors qu'en fait un monde évidemment tout le contraire. Non, dedans c'est silencieux. Ça, les choses se passent dans le silence, et des choses énormes. Vous faites un peu les choses, vous les voyez au début, point de départ, en fait le point, j'allais dire, le point de départ de tout ce qui va être votre vie, qui est une vie que vous n'acceptez pas, évidemment. Si ça avait été une vie satisfaisante, une vie qui s'est déroulée comme on l'avait prévu, il n'y aurait pas besoin de parler. Il n'y aurait pas besoin de parler. Mais là, il s'agit de quelque chose qui s'est mal passé. Parce qu'au départ, il y a eu une décision. Mais quand je parle de prise de décision, je pourrais dire il y a eu aussi une absence de prise de décision. Souvent, on prend une décision et on choisit un chemin et on ne choisit pas. Et comment dire, c'est pas qu'on ne choisisse pas un autre chemin. Il y a des fois, on n'est même pas au courant qu'il existe un autre chemin. Quelquefois, on sait qu'il y a un autre chemin et peut-être qu'il y a plusieurs chemins. Je ne sais pas comment dire cela. En fait, on ignore ces chemins-là. Et donc, il y a quelque chose qui se saisit de vous et qui vous emmène un peu malgré vous. Vous retrouvez quelque part ou dans un lieu ou dans un monde que vous n'avez pas choisi. Cette série, il y a un point de départ, il y a toujours un point de départ. Un point de départ, c'est-à-dire le jour de votre conception, le jour de la rencontre de vos parents, on pourrait dire cela, on pourrait remonter encore plus en arrière. Il y a un moment, je ne sais pas, une prise de décision, un moment clé, quand par exemple les parents décident de changer de domicile, à quel moment cela s'est fait,
Mais il y a des choses qui sont peut-être de l'ordre des choses un peu qui s'imposent à tout le monde. Si par exemple il y a une situation, j'allais dire, au niveau social, si pour les garçons il y a un type de choix qui s'impose, là on ne peut pas parler, il y avait deux types d'enseignement, mais principalement il y en avait un seul qui dominait. Donc j'ai pas fait l'enseignement qu'on appelait traditionnel ou authentique, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Celui-là se passait uniquement en arabe. Et il y avait l'autre enseignement qui, lui, évidemment, était en arabe et en français, et plus tard en anglais ou autre. Et finalement, là, c'est encore... après, on peut, au moment où on choisit, on est amené à choisir une orientation. Quand on laisse les sciences exactes pour les sciences autres, les sciences inexactes, et à ce moment-là, il y a déjà un problème. Après, ça, on pourrait dire que c'est des choses qui étaient plus... dont on ne pouvait pas... qu'on ne pouvait pas maîtriser. Je suis un peu... J'ai pas réussi à mettre un pied dans le domaine, dans le monde des maths. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne s'est pas rencontré. J'ai pas rencontré les mathématiques. Je n'en sais rien. Pourquoi? Voilà. Donc finalement, c'est logique que je ne puisse pas faire des études dans lesquelles les maths sont présentes. Alors, mais à un moment donné, il y a une rencontre avec quelqu'un et vous choisissez un peu votre orientation, un peu sur les conseils ou sur les suggestions de ce quelqu'un. Et après, vous ne changez pas. Vous ne changez pas et c'est... voilà ce dont je voulais parler, c'est pas tellement ça. Voilà, il faut que je retrouve les éléments de mon monologue intérieur, que je ne sais pas si je peux l'appeler monologue, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Le monologue, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, même si ça peut avoir l'aspect un peu... C'est pas un vrai monologue, c'est-à-dire que je fais en sorte, comme si je m'adressais à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un. C'est pas un vrai monologue, c'est une sorte de dialogue un peu raccourci, ou un peu un dialogue qui se présente dans des formes un peu cette forme-là un peu particulière. Et donc ce que je voulais dire, c'est un moment, parce qu'en fait dans la complication, dans les différentes évolutions d'une situation, il peut y avoir quelque chose qui se complique encore plus. C'est-à-dire, vous pouvez estimer à un moment donné que vous êtes dans une mauvaise passe, que votre vie, etc., etc. Mais finalement, au moment où vous lui dites, le pire, vous ne l'avez pas encore atteint. Le fond du trou, vous ne l'avez pas encore atteint. Vous allez peut-être l'atteindre, et vous allez vraiment vous rendre compte de ce qu'est le réel, les réelles difficultés, le réel malheur. Le vrai malheur, vous ne l'avez pas encore atteint. Et qu'à un moment, quand vous avez des gens autour de vous qui sont disponibles, il y a des moments où vous dites, j'aimerais avoir d'autres gens. Ces gens-là, je sais pas, ça me correspond pas, et puis bon, quelque part je m'ennuie avec eux, ou ça, mais quand vous n'avez plus personne, et là vous vous rendez compte, et que vous êtes assuré de ne plus en avoir. Dans la vie d'avant, il y a des moments où vous vous sentez seul, où je suis senti seul, et puis finalement, parce que il y avait du monde, donc j'ai rencontré d'autres gens, et j'ai recommencé à avoir de la compagnie. Tandis que maintenant, c'est une autre forme d'existence dans laquelle il n'y a personne,
Notre existence est plus habitée par des morts, comme la dernière fois où j'ai appelé quelqu'un et on me dit qu'il est mort depuis longtemps. Voilà. Et aujourd'hui, si je veux renouer avec des anciennes connaissances, bah, je vais rencontrer des situations à laquelle que je ne peux pas deviner. Je vais rencontrer des situations, je ne sais pas, quelqu'un qui va me dire ben, je ne vois plus, ou je suis, je ne sais pas, j'ai une maladie grave, ou des choses dans ce genre, des choses qui font en sorte que la reprise de contact sera impossible. Et puis, bon, évidemment, les gens qui vous disent non, c'est fini, ça fait longtemps que que je ne pense plus à vous, alors je vous prie de ne plus me déranger. Ça, c'est évident. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas ce que vous avez eu, c'est ce que vous pouvez avoir, ce que vous avez besoin d'avoir. C'est qu'à un moment, c'est comme pour que le même débit, je ne sais pas, continue de se présenter, il faut qu'il y ait, on ne peut pas uniquement faire avec la même quantité. On épuise la quantité en l'utilisant. Donc au bout d'un moment, il faut que la source puisse être alimentée pour qu'elle continue d'être une source. Sinon, elle va se tarir. C'est le côté, à un moment donné, les gens disparaissent pour une raison ou une autre. Et quand vous nourrissez pas ce volet-là, quand vous n'avez plus la possibilité d'y ajouter d'autres gens, ben, vous finissez par être seul, mais d'une façon, je ne sais pas comment le dire, je suis déjà fatigué, j'ai dépassé l'heure et je suis fatigué et je suis vraiment, j'ai hâte de terminer, je vais terminer rapidement, très rapidement, et qu'en fait que vous avez, parce que je trouve que j'explique un peu de façon un peu laborieuse, hein, bon, quelque part, vous avez eu 10 personnes. Par le jeu, j'allais dire, normal, naturel, normalement, les 10 ne vont pas rester les 10. Il va se passer quelque chose qui va faire que les 10 vont devenir 6. Mais 6, et avec les 6, la relation peut évidemment ne plus être de la même intensité, de la même qualité. Mais les 4 ont disparu pour des raisons ou d'autres. 6 sont toujours là, mais vous ne trouvez plus ce que vous voulez chez une partie de ces 6. Déjà, en fait, les 6 ne sont plus que 4 ou 3. Ben, 3, ce n'est pas une quantité suffisante. 3, au bout d'un moment, vous les épuisez et ils ne vous nourrissent plus suffisamment en proposition, en stimulation, etc. Et donc, il faut qu'il y ait cette quantité minimum, à dire une dizaine, une douzaine de personnes avec lesquelles vous avez des relations à des degrés divers, mais vous avez des relations. Et une fois que la dizaine ou la douzaine est devenue rien, et qu'en fait vous êtes totalement convaincu que vous n'allez plus rien avoir de contact nouveau, à moins de construire un monde imaginaire dans l'internet, ce qui n'est pas du tout dans mes capacités, de se réfugier dans le virtuel. Non, ça va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà un peu quelques éléments de la transposition de ce que j'avais en tête à mon réveil et pendant que je prenais mon café. Et c'est une transposition un peu brouillonne, mais ça a le mérite d'exister. Transposition un peu brouillonne, un peu cafouilleuse, mais c'est comme ça.
ça cafouille et ça bafouille, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de bafouiller. C'est le droit garanti par les traités internationaux. Ah, t'as le droit. T'as le droit, d'ailleurs. Voilà. J'ai fait un petit effort, manière de faire en sorte que cette journée se passe quand même dans une sorte de, j'allais dire, de production de mots et que ce soit pas... parce que c'est ça qui me permet d'avoir une sorte, comment dire, de penser que j'ai fait quelque chose de ma journée et que ma journée ne s'est pas rajoutée aux journées perdues. Voilà. J'ai fait quelque chose, peu importe la valeur de cette chose-là, mais j'ai quelque chose de concret que je peux revisiter, que je peux, etc., etc.